We start with Rita Fulco. Rita is a postdoc fellow in theoretical philosophy and has been since 2016 at the Scuola Normale Superiore in Pisa. She works on theoretical, religious, ethical, and political aspects of the 21st century philosophy. Her published works and seminar participation have engaged the writings of Simone Weil, Emmanuel Levinas, Sergio Quincio, and Manlio Scalambro. And she has two books, and the books are Corrispondere al limite and Simone Weil, Il pensiero e la luce, and the other one is Essere insieme in un luogo, Etica, politica, diritto, nel pensiero di Emmanuel Levinas. And so I'll just turn the mic right over to Rita. Merci beaucoup à Via dei Fez, à Denis Charby pour l'organisation de cette colloque et merci à tous vous pour l'écoute de cet après-midi. Mon intervention s'intitule Attention et vulnérabilité, l'humanité de l'homme, qui est naturellement une expression d'Emmanuel Levinas, et chez Emmanuel Levinas et Simone Weil. Emmanuel Levinas soutient la thèse que l'humanité de l'homme, le propre de l'homme, est d'être exposé et en même temps responsable de tout autre homme. Encore que cette thèse ne soit pas formulée avec la même clarté, j'ai le sentiment qu'on la retrouve également dans la pensée weilienne. En recourant au vocabulaire de Simone Weil, on pourrait dire que le propre de l'homme est d'être exposé et donc soumis à la nécessité, de quelque façon qu'elle se manifeste, et tout particulièrement soumise à la force, qui est souveraine dans ce monde, comme elle dit beaucoup de fois. Pour Levinas, en revanche, c'est face à autrui que l'homme s'expose, terme autrui qui vise l'altérité par rapport à quelques identités présumées, autocentrées et autonomes que ce soit, dont la trace trouve éminemment son expression dans les visages de l'autre. L'exposition met au jour la vulnérabilité intrinsèque de l'être humain, au point que les deux termes, exposition et vulnérabilité, peuvent passer pour synonymes. Je me propose ici de comprendre dans quel sens l'exposition et la responsabilité sont les propres de l'homme. Et j'essayerai de le montrer en relisant Simone Weil à la lumière de Levinas. L'importance en philosophie et en politique d'un concept tel que l'exposition est à mes yeux une évidence en ce moment de l'histoire où prévalent les logiques immunitaires, dont témoigne par exemple le déferlement actuel du souverainisme en Europe et ailleurs. Selon Levinas, l'être et la volonté de puissance coïncident dans les sujets modernes, l'être y étant toujours qu'on a tous senti, désir de s'affirmer et de s'accroître en tant qu'être. Les sujets donc, en tant qu'étant, usurpent de fait même la place d'autrui dans le monde, avant tout soucieux qu'il est par nature de ses propres besoins et engagé, intéressé, dit Levinas, dans l'expansion de soi. Il ne se préoccupe donc de l'autre que dans la seule mesure où celui-ci fait obstacle à l'accomplissement de ses propres objectifs. Il y a un passage décisif où Levinas en vient à s'interroger, attention, sur le droit à être. Citation. L'éclatement de l'humain dans l'être, la percée dans l'être, l'autrement qu'être, se marque en effet par le fait que ce qui est le plus naturel devient le plus problématique. Est-ce que j'ai donc le droit d'être? Est-ce qu'étant dans le monde, je ne prends pas la place de quelqu'un? Mise en question de la persévérance naïve et naturelle
dans l'être. Fin citation. Quel avantage théorique avant même qu'éthique cette question apporte-t-elle? Avant tout, c'est celui de faire émerger le grand absente de la totalité, à savoir l'autre, autrui. C'est lui qui est inassimilable au moi et qui donc excède toute possible totalisation. Les différents avec lesquels depuis toujours, dit Lévinas, je suis en rapport et qui me contraint à remettre en question la revendication de mes droits et de mon espace vital. Il s'agit en substance de remettre radicalement en question, d'une part, les sujets autonomes et autocentrés, et de l'autre, les droits qui en découlent, à savoir deux principes fondamentaux de la pensée occidentale moderne depuis Hobbes, et que Lévinas juge incomparablement sous-jacent à la tentation de la totalisation comme principe de domination. Dans le visage de chaque être humain, son altérité sans défense et sans protection m'interpelle, incarnant les commandements de la Bible. Tu ne tueras point. C'est qu'il laisse ouverte la possibilité, la tentation, toujours dans l'ombre du meurtre. Presque une incitation face à la nudité du visage, expression de la déréliction extrême, de l'abandon absolu, comme en témoignent les figures bibliques de l'étranger, du pauvre, de la veuve et de l'orphelin, auxquels Lévinas fait constamment référence comme à des figures de l'indigence. À un tel commandement, le moi est appelé à répondre, dit Lévinas, malgré soi, à répondre à l'autre et de l'autre. Loin d'être en question liée à la volonté, c'est justement une condition préoriginaire, dit Lévinas, et qui peut, pour cette raison, être définie comme le propre de l'homme. L'humanité de l'homme signifie alors donc avant tout désintéressement, c'est-à-dire qu'elle présuppose l'abandon de la logique de l'être et de la totalité, et l'entrée dans celle, depuis toujours, de l'un pour l'autre. Citation, l'exposition à l'autre ne vient pas s'ajouter à l'un pour le porter à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur. L'exposition, c'est l'un dans l'autre dans la responsabilité, et par là, dans son unicité, dépouillé de toute protection. Selon Lévinas, une telle vulnérabilité commune à tous les hommes, loin d'impliquer une logique de défense immunitaire visant à éliminer préventivement l'autre comme ennemi potentiel ou réel, impose au contraire la responsabilité envers tout autre, de par sa vulnérabilité et sa femme. Or, la consonance de cette argumentation avec quelques-unes des questions les plus importantes développées par Simone Weil est à mes yeux évidente. Ce n'est pas par hasard, à mon avis, je l'avais dit déjà, non, qu'en parlant de la dénotation du moi, dans son ouvrage philosophique le plus important, Autrement qu'être, Lévinas cite justement un autre, Simone Weil. Les catalysateurs qui condensent la réflexion weilienne sur la vulnérabilité est étroitement liée à celle qu'elle consacre à l'attention. Et les catalysateurs est proprement les mystères du malheur. On a beaucoup parlé hier. Et dont elle perçoit intuitivement la fécondité théorique. Citation. Malheur, mot admirable, sans équivalent en d'autres langues. On n'a pas tiré parti. Fin citation. Les malheurs, en fait, pourraient fort bien être définis comme une pure exposition à la force, comme la manifestation la plus évidente et la plus scandaleuse d'une exposition ontologique de l'être humain, à savoir son incapacité à ne trouver qu'en soi seul les ressources nécessaires à sa propre existence, et donc de sa dépendance a priori,
qu'il s'agisse de la nature ou de la société, d'un dehors qui fait précisément de sa position une exposition. On trouve quelques points clés dans les cahiers, où, avec cette acuité stylistique qui lui est propre, Simone Weil définit la fonction de métaxio du malheur, à savoir d'être un moyen privilégié pour accéder à une dimension importante de la condition humaine. Citation. L'extrême malheur qui saisit des êtres humains ne crée pas la misère humaine. Il la révèle seulement. Fin de citation. Cette affirmation recèle en réalité une clé très importante pour lire le rapport entre malheur et vulnérabilité. Selon Simone Weil affirme que le malheur extrême est susceptible de frapper les êtres humains. Elle utilise donc là un verbe transitif qui semble marquer une nette séparation entre l'existence en soi accomplie d'un être humain et le malheur qui peut surgir du dehors et la frapper, la blesser, la modifier, soit en faire d'une plénitude d'existence une existence malheureuse. Simone Weil elle-même, toutefois, explique que le malheur ne crée pas la misère humaine, mais la révèle. Pourquoi le malheur aurait-il ses pouvoirs révélateurs par rapport à la misère humaine? C'est que, en vérité, la misère humaine tient exactement au fait d'être ontologiquement exposée, c'est-à-dire vulnérable. Le malheur met la misère à nu. La misère humaine, c'est d'être vulnérable, et cette exposition, cette vulnérabilité, n'a pas un caractère contingent. Elle est intrinsèque à l'humain. On n'a, il est vrai, presque jamais conscience de cette exposition originelle et de cette misère, sauf précisément dans les cas où, en certain degré de malheur, l'intensification du malheur la rend évidente. Simone Weil sait parfaitement, toutefois, que les raisons sont nombreuses de fuir une telle conscience. En plus des motifs contingents concernant la disposition psychique et la force spirituelle, plus ou moins grande de chacun, la raison de fond est liée précisément au pouvoir révélateur du malheur. Celui-ci met au jour la condition intrinsèquement vulnérable de l'homme, toujours menacé, attention à cela, menacé d'être transformé en vie sans forme, dit Simone Weil, et en vie mise à nu, en vie à nu. Citation. Le malheur, sous cet aspect, est hideux, commet toujours la vie à nu, comme un moignon, comme l'égrouillement des insectes, la vie sans forme. Survivre est là l'unique attachement. C'est là que commence l'extrême malheur, quand tous les attachements sont remplacés par celui de survivre. L'attachement apparaît là à nu, sans objet que soi-même, enfer. Fin de citation. C'est là, à mon avis, une intuition théorique profonde et originale. L'homme peut être réduit à une vie informe, à de la vie nue, biologique, contrainte de s'occuper exclusivement d'assurer sa propre durée. Ce n'est pas un hasard si la question de la vie nue, de la vie biologique a été choisie comme objet de réflexion spécifique dans la philosophie du XXe siècle. Sur la vie nue, en effet, se sont penchés Lévinas, Hannah Arendt, Foucault et aujourd'hui, par exemple, Agamben, Roberto Esposito, Judith Butler. Vie sans forme, vie mise à nu. C'est précisément cela, la vulnérabilité par excellence, le degré zéro de l'humain, en tant que corps exposé à la blessure et à la mort, y compris infligée par la main de l'autre.
Cette menace, toujours suspendue, alimente un attachement pénible à la simple survie, et donc à une condition où toutes les énergies sont canalisées et épuisées par les conatus essendi, dans l'attachement à la vie et à la survie. C'est pour cela précisément que Simone Weil, à différence de Lévinas, arrête longuement sa réflexion sur les degrés du malheur auquel chaque être humain peut, de temps en temps, être exposé, et sur les moyens, dans chacune de ces circonstances, de ne pas perdre irrémédiablement avec l'énergie végétative, l'énergie spirituelle. Si le malheur atteint un degré où toute l'énergie dont on dispose doit être consacrée à la survie, les êtres humains, sauf cas exceptionnels, perdent toute capacité d'exercer leurs facultés les plus élevées, par exemple liées aux demandes de l'éthique. Une telle phénoménologie de l'esprit explique pourquoi, dans des circonstances déterminées, il est plus simple de faire attention aux mobiles bas qu'aux mobiles élevés, comme Simone Weil l'a constaté durant la guerre, où les gens étaient nombreux à trouver assez d'énergie pour faire des queues interminables simplement pour faire l'acquisition d'une œuvre, alors qu'ils peut-être auraient incapables de faire un geste de générosité envers un être malheureux. Dans une société où des couches importantes de la population sont réduites par la politique à l'indigence, ce mécanisme opérera sur une large échelle, faisant en sorte que le débat politique se situe lui aussi au niveau des mobiles bas, celui du conflit entre les droits à revendiquer les unes contre les autres, perçus comme usurpateurs de ses propres droits, de ses propres espaces. Le résultat inévitable sera d'accroître le degré du malheur personnel et collectif. La capacité d'écoute attentive, du cri impersonnel, pourquoi me fait-on du mal, présent en chaque être humain, diminuera lui aussi proportionnellement, alors que Simone Weil tient qu'il est indispensable de se maintenir constamment dans cette écoute pour que justice s'accomplisse. Ces cris, en fait, doivent être considérés comme l'expression la plus universelle et pure de la pure exposition au malheur. Citation. Quel pouvoir a un homme pour se tirer du malheur? Ce pouvoir est nécessairement physique. On peut donc l'en priver. La question est de savoir si l'on peut l'en priver sans le tuer. Et la réponse est dramatiquement affirmative. Oui, on peut l'en priver sans le tuer. Et certainement, les camps d'extermination hitlériens ont été le lieu où cette privation a été exécutée de manière scientifique. Si Simone Weil n'aura su que bien peu de choses de la vie et de la mort dans les camps hitlériens, dans son essai sur l'Iliade, la description des effets de la violence sur les êtres humains réduits à l'état de cadavres sans qu'ils soient encore morts, a plus d'une consonance avec les descriptions présentes dans les souvenirs des survivants des camps hitlériens. Citation. Devant eux, les autres se meuvent comme s'ils n'étaient pas là. Et eux, à leur tour, dans les dangers où ils se trouvent d'être en un instant réduits à rien, ils imitent le néant. Poussés, ils tombent. Tombés, demeurent à terre. Ce ne sont pas des hommes vivants plus durement que d'autres, placés socialement plus bas que d'autres. C'est une autre espèce humaine, un compromis entre l'homme et les cadavres. Fin citation. On ne peut, après avoir lu cette réflexion, ne pas penser, par exemple, au livre de Robert Antelme, L'espèce humaine. Alors, faire attention aux êtres humains réduits à la vie nue est toutefois une tâche difficile. La responsabilité pour Simone Weil devrait être exercée précisément envers cela, parce que, comme elle l'écrit dans l'Enracinement, l'objet de l'obligation dans le domaine des choses humaines est toujours l'être humain comme tel. La circonstance fondamentale où, à l'égard d'un être humain, aucune obligation n'est reconnue par personne est précisément celle où il a été réduit à la vie nue, à la vie biologique.
Même et surtout dans les cas où elle n'est pas reconnue, insiste Simone Weil, il y a obligation. Elle subsiste et résiste. Avoir conscience d'être en situation d'obligation envers l'autre et avant tout du malheureux, les plus infortunés, d'en être responsable malgré lui, même lorsque les circonstances extérieures sont telles qu'elles éclipsent toute obligation envers lui, outre qu'une condition pré-originaire, comme le souligne Lévinas, est aussi une tâche à assumer à tout moment, comme le rappelle Simone Weil. Et alors, en conclusion, quelle peut être donc la responsabilité ultime d'une politique qui prenne à cœur le bien pour notre temps? Question à laquelle ce colloque a demandé de nous réfléchir. La responsabilité est surtout celle d'éviter à tout prix qu'un être humain, quel qu'il puisse être, soit réduit au degré le plus extrême du malheur, à la vie sans forme, par des circonstances que la politique même aura pu éviter. En second lieu, là où on aura constaté que des êtres humains vivent dans une condition grave de malheur, la responsabilité de la politique est d'y porter remède, d'avoir le courage d'entrer en discussion radicalement au besoin pour répondre au vieux commandement biblique « Tu ne tueras point », dont le visage de l'autre, de tout autre, est l'expression, comme le montre Lévinas. « Tu ne tueras point ». Et pourquoi me fait-on du mal sont les invocations qui révèlent l'humanité de l'humain et sa vulnérabilité constitutive, exigeant impérativement attention immédiate, soin et protection. De ces invocations, l'éthique n'est pas seule à devoir répondre. La politique surtout doit le faire. Si elle prend véritablement à cœur cette justice sur laquelle seul peut se fonder un être ensemble dans un lieu, selon la magnifique expression de Lévinas. Obligés que nous sommes les uns envers les autres, tant envers l'étranger qu'envers les proches, parce que, comme l'enseigne le livre de l'Exode, nous sommes tous étrangers sur cette terre. Je cite de l'Exode. « Tu ne maltraiteras point l'étranger, et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans les pays d'Égypte. » Fin citation. Et quel endroit du monde peut, mieux qu'Israël, le rappeler à tous, et en premier lieu à soi-même, nous faisant espérer qu'on puisse finalement en porter témoignage. Merci. Juste une petite question. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer le lien entre l'exigence que la réponse au dénuement de certains soit forcément politique? Pourquoi la réponse au dénuement de certains devrait être forcément politique et non pas simplement interindividuelle? Je ne vais pas dire qu'il doit être seulement politique. Je dis qu'il n'est pas seulement éthique. Bien sûr, avant tout, la réponse est éthique. C'est éthique, dans le langage de Lévinas, c'est interindividuel. Bien sûr, c'est l'un par rapport à l'autre. C'est par rapport à le visage d'autrui. Et donc, c'est ma responsabilité individuelle. Mais il y a des situations, bien sûr, où ma réponse à l'autre individuel change dans ma vie, mais dans la situation générale ne change presque rien. Donc, c'est la politique qui doit assumer cette responsabilité s'il y a des situations dans lesquelles il y a besoin de ça. Et donc, la réponse n'est pas seulement éthique, elle doit être aussi politique, mais bien sûr pas seulement politique. Merci, Rita. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Eh bien, Rita, tu as parlé de différence entre Simone Weil qui a fait une distinction entre les degrés de malheur et Levinas qui ne l'a pas fait. Est-ce qu'il y avait les avantages ou les désavantages? Je trouve que c'est une question importante parce que quand on enseigne aux jeunes, ils veulent savoir justement ces distinctions. Merci. Je ne rappelais pas de vous remercier pour votre question, madame. Et merci aussi à toi, Jeanne. Et alors, des avantages. Je crois que Simone Weil était toujours plus attentive à la situation concrète. Et donc, pour elle, c'est la politique qui compte surtout. Et par exemple, quand elle écrit, elle utilise beaucoup des exemples, des images. Et elle ne fait pas un discours très théorétique, non? Métaphysique, ontologique. Elle veut toujours aller à regarder la situation précise. Et donc, l'avantage, par exemple, dans l'expliquer à des jeunes, et que nous pouvons utiliser toutes les images, tous les exemples que Simone Weil utilise. Et ce sont des images tellement frappantes qui, je pense, surtout des jeunes gens, sont frappés de cette image-là. Le discours de Levinas sur le malheur en général, c'est un discours fortement encadré dans un cadre de métaphysique et ontologique qui c'est très difficile à expliquer, par exemple, à des jeunes. Je pense à la gens de l'école, voilà. Mais l'avantage, c'est qu'il donne un cadre de la situation philosophiquement très rigoureux, chose que Simone Weil ne fait pas. Et alors, quand Levinas parle du malheur ou de la vulnérabilité de l'homme, nous avons vraiment un apparat théorique, philosophique, qui on peut contester, mais on doit avoir les instruments pour le faire. Et ils sont des instruments philosophiques. Donc, à Levinas, on va répondre philosophiquement et avec des instruments très compliqués aussi. Simone Weil, dans certaines fois, n'est pas aussi convaincante comme Levinas, mais plus efficace dans certains cas. Et donc, je pense que les avantages sont liés à cela. Eh bien, j'ai beaucoup aimé l'expression que nous sommes tous les étrangers sur cette terre. En effet, oui. Il y a des personnes qui considèrent cette idée comme un peu noire de la vie. Comment est-ce que tu le vois? Est-ce que ça, c'est ce qu'on dit en anglais, the dark side of life? C'est simplement, alors, est-ce que tu ne trouves pas que c'est un peu noir? Nous sommes tous les étrangers sur la terre, et bien bon, ou est-ce que c'est simplement réaliste? Merci, Non, alors, nous sommes tous étrangers parce que cette terre n'appartient pas à nous. Donc, Levinas fait un très bel comment à l'Exode, au livre de l'Exode, dont c'est une lecture talmudique de Levinas qui explique cela. Et donc, cette terre n'appartient pas à nous, parce que cette terre n'appartient à personne. Cette terre est de Dieu. Et donc, l'être étranger sur la terre, c'est le meilleur moyen de comprendre ce qui nous sommes, nous êtres humains. Nous sommes des étrangers. Et ça signifie aussi que nous avons des propriétés parce que tout est à Dieu. Et alors, nous devons partager ce qui n'est pas à nous, mais à Dieu. Et donc, je ne trouve pas absolument la chose noire, comme tu dis, mais je la trouve exceptionnelle et très lumineuse.